Je suis ravie de vous retrouver pour ce jeudi 20 à Saint-Macaire en compagnie de mon invité Mathieu Ré. Bonjour. Bonjour Mathieu, ça me fait super plaisir que tu sois là parce que tu vas venir répondre à mes quelques questions sur les sulfites, le soufre. Si je peux, si j'arrive. Oui, mais tu es censé normalement en savoir beaucoup plus que ma petite cervelle. On va voir. Donc, alors déjà, pourquoi j'ai choisi de parler du soufre? Parce que on parle beaucoup en ce moment des vins sans sulfite rajouté. Et c'est devenu, on va dire, un peu à la mode. Et je pense qu'on peut trouver aussi des bons vins sans sulfite ajouté, mais aussi des vins avec des sulfites. Bien sûr. Qui sont très bons et qui ont aussi peu de sulfites, mais qui contiennent des sulfites. Je suis d'accord. Donc, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé qu'il existe en œnologie 1, 2, 3, 4, 5 formes de soufre. Donc, il y a le dioxyde de soufre, le bisulfite de potassium, le bisulfite d'ammonium, le métabisulfite de potassium et le soufre-fleur. Rien que ça, déjà, ça fait peur. Alors, on va affoler les gens déjà. Alors, faisons simple, justement. Qu'est-ce que toi, tu pourrais me dire simplement par rapport à ça, pour rendre simple tout ça? Déjà de partir peut-être sur l'utilisation qui est faite par exemple du soufre. Déjà pourquoi on vient incorporer cet additif alimentaire. Exactement. Donc qui est considéré comme un additif alimentaire que l'on retrouve aussi dans d'autres industries, charcuterie, conserve, lentilles, les fruits secs, le cornichon, la moutarde. Bon, il faut regarder les petits œufs. Les fruits secs, tu as raison, les fruits secs. Les petits œufs que l'on a derrière. Voilà, de ces ingrédients de 220 à 228, 229. Là par là, on a 220, 221, 222, voilà. 223, 224, 226, 227, 228. Mais c'est un truc de fou. Il y en a donc, partout. tout ça, c'est que des sulfites. Donc, ce qu'il faut voir, il faut dédramatiser déjà un petit peu la focalisation qu'il y a peut-être sur le vin en ce moment à travers l'usage des sulfites. Bien entendu, c'est réglementé, il y a des doses qui sont préconisées et à travers ça, il y a aussi un travail de vigneron. Et donc, bien sûr, le vigneron, le but, c'est pas d'empoisonner les gens. Donc, son travail, c'est plutôt d'essayer de maîtriser ce qu'il fait et d'essayer au mieux, avec les outils dont il dispose, la qualité de sa vendange et les outils aussi qu'il a au chai, de réduire et de faire au mieux avec son œnologue. Voilà. Donc sur les 5 formes qui existent, quand tu as dit dioxyde de soufre, donc ça c'est ce qu'on appelle le SO2, c'est on va dire la grosse molécule qu'on appelle aussi l'anhydride sulfureux, qui provient directement en fait de la combustion du soufre volcanique ou d'autres origines minérales en tout cas. D'origine naturelle. Naturelle. En fait, le soufre est un élément en fait naturel qui lorsqu'il est mis en combustion va produire donc du gaz. Et c'est cette combustion-là voilà, qui va amener justement à la formation de sulfure et donc de soufre, d'anhydride, ce qu'on appelle l'anhydride sulfureux. Donc de ce gaz-là, on peut arriver à le reliquéfier en phase liquide. Et on peut arriver à faire donc après des produits plus concentrés, comme le bisulfite par exemple de potassium, dont tu parles, où là on arrive à faire des solutions qui ont des concentrations qui sont plus fortes, en faisant baigner donc ce gaz sous combustion dans de l'hydroxyde de potassium, si je ne dis pas de bêtises, et on va conduire donc à la formation de ce bisulfite de potassium. Je ne vais pas te contrarier, c'est très bien expliqué parce qu'on peut visualiser ce que tu es en train d'expliquer. C'est-à-dire que de cette forme naturelle, on va dire une roche certainement. Oui, c'est ça, c'est jaunâtre. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance d'aller visiter des soufrières, des volcans. C'est ce soufre-là élémentaire en fait. On retrouve la même odeur
de soufre, d'œufs un peu pourris, en fonction de voilà s'il est mis en solution. On récupère donc le gaz C'est ça, le gaz, et ensuite on peut le transformer en forme liquide. Et quand on voilà, le transforme en forme liquide, donc ça devient du bisulfite de potassium. entre autres. Il y a Entre aussi le bisulfite, donc tu as parlé aussi d'ammonium. L'ammonium. Et donc tout ça c'est la même chose. Enfin, C'est fait pour la même chose. On apporte en fait de l'anhydride sulfureux, c'est juste la manière dont il est stocké en solution. On verra après le métabisulfite, c'est encore autre chose puisque là c'est une forme solide. Mais les deux premières formes que tu cites, le bisulfite de potassium et celui d'ammonium, ce sont deux formes liquides. La différence, c'est que celui à base d'ammonium, pour préparer ce soufre-là, en fait, il y a besoin d'ammoniac. Donc le gaz est mis à l'anhydride sulfureux est mélangé avec de l'ammoniac et une autre solution pour arriver à faire quelque chose de liquide et de stable, dans lequel du coup on a aussi donc du coup l'apport d'ions ammonium qui sont importants là pour le vin, puisque l'ammonium c'est la nutrition en fait de la levure. Ah oui, donc il vient donner à manger à la levure. Donc il vient sulfiter d'une part pour essayer de stabiliser le raisin, faire la sélection des micro-organismes pour ne garder que les bonnes levures, les Saccharomyces cerevisiae. Il va falloir faire une vidéo sur ça aussi. Ça risque de faire long pour tout le monde à suivre, hein, mais voilà, c'est ça, ça va peut-être faire long. On donne à manger aux levures. Voilà, là il y a aussi à manger pour la levure. Donc le principe c'est qu'en fait là on va sulfiter les raisins, essayer de sélectionner les micro-organismes, mais on va faire aussi de l'apport de nutrition. Moi je suis plutôt du principe où je rajoute quelque chose que s'il y en a besoin dans le vin. On vient à rajouter un alternatif pour ajouter de la maîtrise, apporter quelque chose. Si c'est à rajouter de la nutrition alors qu'il n'y en a peut-être pas forcément besoin, il vaut mieux attendre d'avoir son mou, de faire l'analyse sur le mou pour derrière apporter après une nutrition beaucoup plus ciblée et d'apporter que le soufre pour son effet antiseptique, antioxydant et ensuite gérer sa nutrition par la suite. Pourquoi la levure aurait besoin de manger? Mais parce qu'elle est comme nous. D'accord. Et qu'au bout d'un moment, la levure a forcément besoin de se nourrir pour transformer en fait les sucres en alcool. Elle a forcément besoin de ça. Parfait. Et si elle ne se nourrit pas, ce qui va se passer, si on ne nourrit pas des levures, on va surtout avoir des arrêts de fermentation. Voilà. Okay. Et encore plus quand on fonctionne beaucoup sur souche indigène, où on a des appauvrissements à côté de mou. Il y a quand même aussi une gestion là qu'il faut arriver à réfléchir, surtout quand on a des degrés plutôt élevés. Ça peut conduire à des arrêts fermentaires. Donc il vaut mieux surveiller ça, et ça on a des valeurs, hein, c'est des cases. Élevés, on va dire surtout sur plutôt des liquoreux par exemple. Les rouges, tout ce qui est rouge, on va dire au-delà de 13,5, on commence possiblement à avoir un milieu qui va être difficile pour la levure, surtout si elle est indigène, pour arriver à finir ses sucres totalement. Voilà. Donc pour qu'il y ait une fermentation complète, franche et sans sucre résiduel. Sucre résiduel, c'est le sucre non fermenté par la levure. La levure va mourir avant d'arrêter, d'avoir fini sa fermentation complète. Et bien évidemment, bien souvent, sauf pour les vins liquoreux dont tu parles, on essaye d'avoir des fermentations complètes. Ok, très bien. Voilà. Alors, le métabisulfite. Le métabisulfite. Le métabisulfite de potassium. Ça fait poser beaucoup de questions et ça fait beaucoup parler. Enfin, moi, j'en entends parler dans le milieu bio. Oui. Donc voilà, vas-y, à toi, parle. Parle-nous. On est encore moins, hein, comme sur une forme, on a parlé du bisulfite de potassium, là c'est du métabisulfite, donc on rentre dans une forme anhydre, en fait c'est plus ou moins quelque chose qui est déshydraté, on part à peu près sur le même principe. Il y a juste que par rapport à la déshydratation et la mise en œuvre, on va dire au niveau industriel, de ce que j'en sais, c'est peut-être ça qui pose problème en fait à l'agriculture biologique, c'est-à-dire que pourquoi on ne se sert pas du dioxyde de soufre? C'est plus énergivore, la déshydratation ça demande beaucoup d'énergie, donc voilà, mais après le produit et la base du produit reste la même. Après on a d'autres agents qui sont là, eux, après pour faire par exemple de l'effervescence ou des choses comme ça.
puisque ça se forme sous la forme d'une poudre ou de micro-granulés, qui peut être directement utilisé pour le coup dans l'ébène. Donc ce qui est pratique dans ce genre de ramassage-là, quand on parle de gestion du SO2, c'est qu'on sait exactement la dose qui va être apportée par rapport à une quantité de raisin. Parce qu'un liquide ou en poudre, on ne peut pas savoir. Je parle sur le liquide, ça peut se faire et ça se fait très bien, mais on le dilue dans des bidons, on vient importer ça à la vendange. On dit, oh tiens, c'est à l'appréciation du vigneron. Du vigneron et surtout des gens qui travaillent pour eux, ou des fois on a pas tout le temps. Voilà, donc un fonctionnement. Dans une maîtrise comme les grosses unités, tout ce qui est cave coopérative, etc. C'est un outil de maîtrise. Voilà. Après, en tant que moi-même, en tant qu'œnologue, conseil sur des propriétés à taille humaine, je préfère travailler sur base de bisulfite de potassium dilué, où je fais une solution très très peu concentrée. Comme ça, s'il y a un petit coup de bidon de trop, on ne se retrouve pas avec un raisin qui va être plutôt saturé par le soufre. Mais par contre, ça reste un outil de maîtrise pour ces unités-là, où elles savent, il y a une benne, ça correspond à tant de sachets, on sait exactement ce qui est incorporé dedans. On donne de la maîtrise quand même. Mais après, sur l'aspect environnemental, effectivement, il y a la production de ce produit-là qui peut poser un problème. Mais en bio, il n'est pas interdit. Et oui, il est même, justement, il fait partie... Le seul qui est interdit, c'est le bisulfite d'ammonium, qui est utilisé, c'est pareil, ce n'est pas un soufre qui est utilisé sur un vin fini. Ce n'est que pour le raisin, le mou en fermentation et le vin jeune, donc encore en fermentation. À quel moment est-ce qu'on rajoute du soufre dans tout le long. Oh my God, il y en a partout. Il y en a partout. On fait ça depuis le ramassage du raisin déjà. Donc là, on a parlé tout à l'heure de sélection des micro-organismes qui sont positionnés sur le raisin. On le fait pour protéger la vendange. On le fait pour protéger la vendange de contamination, que d'autres micro-organismes prennent l'entier écosystème, c'est-à-dire on parle de niche écologique. Donc pour éviter qu'en fait les micro-organismes de contamination n'aillent commencer à se reproduire et à prendre beaucoup de place au niveau du raisin sur l'aspect microbio, on les sélectionne. Ceux-là, on leur dit, là, vous n'avez rien à faire ici, c'est pas pour vous. Et les Saccharomyces, les bonnes levures, elles sont là, elles résistent aux quantités que l'on apporte. Et en fait, on fait ni plus ni moins qu'une sélection naturelle pour garder que les bons micro-organismes qui sont présents sur le raisin. Ça, c'est à la vendange. Ça, c'est à la vendange. À la vendange, pendant le ramassage, quand la machine à vendanger ou les cueilleurs, c'est pareil taille. Si on est sur une vendange entière en cueil, on ne le fait pas directement à la parcelle. On le fait au niveau de la pompe à marc quand on va incorporer et rafler le raisin, le fouler. On va le faire bien souvent dans la pompe à marc qui va conduire ensuite la vendange. Si c'est réalisé à la machine, on le fait directement dans l'ébène à vendange. D'accord. Voilà, donc ça c'est la première partie où on ajoute du SO2. Numéro 2. Vas-y. Sur les vins blancs, les vins rosés, chez nous, on ne fait pas beaucoup de fermentation malolactique. C'est très rare. J'ai pris des notes. Il y en a quelques-uns qui font des fermentations malolactiques sur des blancs et des rosés. Ça peut arriver. Donc si on veut derrière amorcer la fermentation malolactique qui est réalisée pour le coup par des bactéries lactiques, il ne faut pas sulfiter le vin nouveau juste derrière la fermentation. Sinon pour le coup, on ne va pas y arriver. Donc dans ce cas-là, si on part sur un processus qu'on appelle FML, fermentation malolactique, on ne rajoute pas de SO2 derrière. Pour les blancs et les rosés, on va faire en général une petite stabulation à froid entre 8 et 10 jours pour éviter qu'il y ait une combinaison justement de ce soufre-là avec la levure qui va finir, elle, qui a encore un petit peu envie, qui peut arriver à capter le soufre et du coup faire de la réduction de l'H2S, des composés un petit peu pourris. On va attendre une dizaine de jours à froid et on va rajouter le soufre par la suite pour arrêter et figer le vin. Il y a autre chose aussi pour le protéger aromatiquement vis-à-vis de l'oxydation ou du contact avec l'oxygène. Lors des transferts de cuve à cuve, lors de la mise en bouteille, le soufre a aussi cet aspect-là, pas qu'antiseptique, il a un rôle aussi antioxydant. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure qu'on mettait des soufres partout. En fait, tu es en train de dire que non, on a aussi des méthodes pour, avec du froid par exemple, maintenir d'abord tout ça, comment gérer tranquille, au calme, même certainement... Pour avoir une mort complète en fait de ces micro-organismes,
qu'elles Ok. sortent d'une phase où elles sont dans une multiplication Et cellulaire. ensuite, c'est que Voilà. là qu'on va rajouter des sulfites. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, si on rajoute le soufre précocement, on va avoir un phénomène de combinaison, donc on va avoir Ah oui, ajouté du ça, soufre pour rien. il y a des choses à dire là-dessus aussi. Voilà, puisqu'il y a le soufre libre et le soufre combiné. Oh, mais le soufre Ah, à fallait pas l'école. inviter un chimiste, hein. Ah non, mais attends, mais le soufre, de toute manière, c'est fou. C'est la base. Ce qui est efficace dans le vin, c'est On que fera la peut-être fraction. plusieurs tomes sur les soufres. On va voir le petit hibou qui va passer, il va faire nuit. Non, il n'y a que le soufre libre, donc il y a la partie totale qui correspond à l'ensemble des sulfites qui ont été ajoutés dans le vin historiquement, c'est-à-dire que depuis le raisin jusqu'à la mise en bouteille, le soufre total, tous les soufres ajoutés sont contenus dans cette valeur-là. Le soufre libre, lui, ne prend en compte que la partie et la fraction qui est libre, donc qui est efficace d'un point de vue antiseptique et antioxydante. Tout le reste, la fraction combinée, fait du total, donc ça fait aussi mal à la tête, mais n'est pas efficace ni pour les oxydations, ni pour les micro-organismes. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire du total et il faut essayer de conserver le maximum de soufre libre. Et donc c'est pour ça qu'on refroidit avant, parce que si on met le soufre avant de faire le refroidissement, on va avoir beaucoup de total, Tout à fait. très peu de libre, Ouais, je comprends. et il faudra recommencer. Très bien expliqué. Donc là, c'était par rapport à la FML. Oui. Alors, ensuite, on a mis où? Donc on reprend blanc rosé, on ne fait pas de FML, on passe au froid, on sulfite par la suite pour éviter les phénomènes de combinaison. Ça c'est fait. Pour le rouge, on attend la fin de la fermentation malolactique. C'est là. Derrière, on soutire. On attend quelques jours, pareil, on soutire. Ok. Et là, on essaie de sulfiter assez rapidement. Ok. Parce que derrière, les bactéries lactiques, si on leur met du soufre, c'est pas très grave. Elles ne vont pas produire des composés nauséabonds ou faire de la réduction comme le fait la levure. Donc là, l'idée, c'est de stopper assez tôt, on soutire, on sulfite le plus rapidement possible pour stabiliser le vin et éviter que derrière, s'il reste quelques sucres réducteurs dans le vin, c'est-à-dire que les levures ne soient pas allées à 0,00 de sucre, la bactérie lactique, une fois qu'elle a fini en fait de manger son petit acide, elle va s'attaquer au sucre. Et donc ce qu'on veut éviter justement, c'est qu'une fois qu'elle a fini son métabolisme premier de dégrader l'acide, on va l'éviter qu'elle mange le sucre. Parce que c'est là où on fait un petit peu de ce qu'on appelle la volatile. On va avoir l'acide acétique qui va monter et on va faire un petit peu de piqûre. Si c'est trop compliqué, il faut le dire, hein. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre la volatile. La volatile, c'est le caractère en fait aigre-doux qu'on peut retrouver très simplement dans le vin ou en l'ouvre. Alors au nez, on Je peut vais avoir. faire une vidéo sur le défaut justement de la volatile. Bon, alors Vas-y, j'en parle laisse pas trop tomber. alors. Voilà, Ça vas-y, marche. On passe. Ça Allez, roule. on fera une vidéo, ce sera l'occasion. Comme ça, on va parler de la volatile. Ça durera 5 minutes. Et puis, très bien. Il va trop loin le modone. Alors, continue. Ensuite. Donc là, fermentation malolactique FML, fin de malo, hop, on sulfite. Et ensuite, sur les conservations, on revoit les vins à peu près. Ce que je demande aux clients, c'est d'essayer de les voir une fois par mois, c'est bien. D'ailleurs, j'en profite à certains pour leur dire que ça serait bien de ramener plus souvent les vins au laboratoire. N'hésitez pas à ramener. Une fois par mois, c'est bien de jeter un œil et de regarder la fraction de soufre libre qui reste. Et on regarde aussi du coup l'acidité volatile, voir qu'elle est stable. Ça signifie qu'il n'y a pas de travail de micro-organismes dedans, que le vin ne bouge pas, qu'on n'a pas forcément besoin de lui faire un soutirage si la dégustation, pareil, se passe bien, que le vin est assez ouvert. On laisse comme ça, on ne touche à rien. On regarde juste qu'il y a assez de soufre libre, que la volatile soit stable, et on n'en rajoute pas. Là, on a fait le tour. Ah non, peut-être avant la mise en bouteille. Et la mise en bouteille. Donc là, après, il y a l'historique de l'élevage du vin qui se fait. Avant la mise en bouteille, le jour de la mise en bouteille. Tu as après tout ce qui est élevage qui conditionne aussi en barrique. Et oui, tu m'as parlé du soufre-fleur, mais oui. le soufre-fleur on a alors pas fini le d'en soufre-fleur. parler tout à l'heure. Oh, c'est pas construit. Oui, je ce que parle j'ai beaucoup, fait. mais je trouve que tu vas un peu trop vite. Mais oui, parce que nous sommes à 20 minutes. Non, c'est bon, continue. Très bien. Non, mais c'est pas mal, 20 minutes. Soufre-fleur. Alors, Oui, on parlait super d'élevage. intéressant. En fait, c'est le soufre élémentaire un petit peu brut, ce qu'on va retrouver au niveau de la roche en elle-même. Quand on travaille avec des barriques, il va falloir les laver, les désinfecter.
Une fois qu'on les a après lavés, désinfectés avec de la vapeur, chacun a un petit peu son process, on fait souvent en fait ce qu'on appelle du méchage, c'est-à-dire qu'on va apporter du soufre que l'on va mettre en combustion. En fait, on va allumer une petite pastille, on va allumer en fait cette mèche là de soufre, c'est souvent des disques, et on va mettre ça dans la barrique de manière en fait à ce qu'il y ait, donc du coup la combustion du soufre va générer de l'anhydride sulfureux ou du dioxyde de soufre et va aseptiser en fait l'intérieur du fût. Et donc ça va permettre de maintenir le fût dans un état sanitaire convenable. S'il y a eu une petite déviance au niveau du vin ou s'il y a quelques micro-organismes de contamination, on va grosso modo faire une stérilisation plus ou moins complète du fût. On est en agroalimentaire, mais stérilisation, c'est laver à haute température, non? Non, stérilisation, ça veut dire qu'on va détruire peut-être 90 à 95% des micro-organismes. Avec le souffre-fleur en fait. En procédant d'abord par un nettoyage de la matière organique, on enlève le tartre, donc bien souvent c'est pareil, c'est quelque chose à l'intérieur, un procédé sous pression avec un Karcher à eau chaude, où on va essayer à la vapeur de décoller en fait tout ce qu'il y a dedans. La vapeur va dilater les pores du bois, on va faire tomber toute la matière solide, et on va finir après par égoutter le fût à l'envers, sortir tout ça, et une fois que le fût est sec, on fait le méchage. D'accord, okay. Voilà. Je me souviens très bien, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Le souffre-fleur, le souffre-fleur. Tu es sécheresse toi aussi? C'est horrible à dire ça. Mon fils était chez Soch, c'était un bordel pas possible. Le souffre-fleur, c'est celui dont on se sert aussi sur la vigne. Oui, on en pulvérise aussi normalement. Il y en a qui en font aussi. Alors en fonction, je ne suis pas spécialiste sur les traitements phyto. C'est le soufre élémentaire aussi qui est utilisé pour réaliser normalement des traitements sur la vigne. Voilà. Après, ils sont sous forme, à mon avis, plus ou moins active avec d'autres composés. Je ne pense pas qu'il y ait que ça. Mais non, mais il faut être clair. Là, je m'aventure pas trop là-dedans. Mais je sais que par exemple, pour les synthèses aromatiques des blancs, on peut faire des pulvérisations de soufre élémentaire. Après véraison pour augmenter par exemple le potentiel thiol des raisins. Génial. Voilà. Okay. Donc, oui, okay, ça peut servir aussi pour une révélation accrue de certains arômes du Sauvignon qui nécessitent une base soufrée que l'on apporte à travers une pulvérisation comme ça. Donc une fois qu'on a sulfité toutes ces étapes, à combien est-ce qu'on est Alors, tu veux qu'on commence à se fâcher, c'est ça? Mais non, mais parce qu'en fait, je vais te dire ce que je pense au fond de moi. C'est que c'est bien. Le vin, c'est un aliment, moi j'appelle ça un aliment, sur lequel il n'y a pas d'étiquette avec les composés de l'aliment, des ingrédients qu'on va boire. Donc, si, il y a écrit contient des sulfites. Il n'y a pas écrit la quantité et il n'y a pas écrit si c'était du dioxyde de soufre, du bisulfite de potassium, du bisulfite d'ammonium ou de méthylsulfite de potassium. Donc en fait non, c'est surtout pour éclaircir le truc, c'est-à-dire... Sur les teneurs, tu veux dire? Oui, parce que déjà selon si c'est un vin rouge, un blanc ou un liquoreux, les teneurs ne sont pas les mêmes. Exactement. Et puis je pense aussi que derrière ça revient à ce que je te disais au début, c'est que il y a certains vins qui ont peut-être très peu de sulfites, mais sur lesquels il y a écrit contiennent des sulfites. Et donc en fait, eux, on ne les entend pas et ils peuvent être consommés. Disons qu'ils sont... Tu veux dire, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à travers l'étiquetage obligatoire contient des sulfites, il n'y a aucune mention concernant la quantité qu'il y a dedans. Oui. Juste, il y a quand même, on est quand même régi par les doses et les quantités maximales de soufre total dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire combinées sur l'ensemble. Il y a des normes donc que l'on ne peut pas dépasser. Oui, mais celles-ci ne sont même pas affichées. Elles ne sont pas affichées parce que dans le monde technique, elles sont connues, voilà, elles sont respectées. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que le consommateur, ce soit quelque chose vers lequel il faille focaliser. C'est-à-dire, est-ce que je prends cette bouteille de vin-là parce qu'il y a écrit 35 de soufre total au lieu de 80 Moi, de 35, il y a un très joli travail qui peut se faire dessus, mais s'il y a une déviance organoleptique où on a un produit qui n'a pas la même netteté, par exemple, que 70 ou 80 de soufre total, quelqu'un qui travaille, qui fait une mise en bouteille à 70 ou 80 de soufre total, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille très bien.
dans sa gestion du soufre justement et des sulfites. Et quand on parle de 70 à 80, sur du vin rouge, on est à moins de 2 fois la quantité maximale que l'on peut utiliser. Donc il y a des gens qui malgré tout voilà, se focalisent aussi sur la maîtrise de ça. Et sur les blancs et les rosés, on va même donc jusqu'à 200, c'est-à-dire qu'on est là à 3 fois en dessous du seuil maximum qui est autorisé. Et ces seuils sont définis, tu l'imagines bien, par rapport à des normes de santé et d'agroalimentaire de santé publique. C'est ce que j'ai lu, effectivement. Donc aujourd'hui, si on parle après d'un liquoreux, oui, on est jusqu'à 400 mg. Donc là, on est effectivement sur quelque chose qui est beaucoup plus sulfité. Enfin, moi, je sais que quand je prends un liquoreux sulfité, c'est sûr, j'ai mal à la tête. Hein. Mais il faut boire un petit peu d'eau entre deux verres. Non, mais c'est quoi ce conseil de grand-mère? Non, c'est juste un problème d'oxygénation et de ce qu'on avait vu sur le... ça se joue surtout au niveau des vitamines, entre la thiamine et la vitamine B1. Quand tu dis un problème d'oxygénation, imaginons que d'assimilation. Je la laisse s'oxygéner ou je la carafe du coup par exemple. Le soufre total restera le même. Voilà. Tu auras tout autant mal à la tête. Moi je parlais d'oxygénation pour ton cerveau en fait. Ah, pardon, oui, ça c'est sûr, merci. Mon cerveau a besoin d'être oxygéné. Merci Mathieu. Non, mais c'est juste qu'en fait le soufre va avoir une action en fait sur certaines vitamines qui vont engendrer après des phénomènes en fait plus ou moins d'asphyxie au niveau du cerveau qui va donner ce mal de tête là. Ça c'est pour la personne lambda. Le deuxième problème majeur pour le sulfite, c'est les gens qui ont des problèmes d'allergie. C'est ça qui est relativement important aujourd'hui. On est dans l'agroalimentaire et il faut effectivement arriver à ce que aujourd'hui une personne puisse comprendre si elle boit un verre de vin, si elle se met à avoir des rougeurs, des démangeaisons. Les personnes asthmatiques, ça peut les conduire si vraiment il y a beaucoup de soufre à des problèmes respiratoire, mais ça va pas au-delà. Dans ce produit-là, on n'est pas sur, le soufre n'est pas un cancérogène. Tout à fait. Alors là, moi je dis pas ça, je dis juste qu'avoir mal à la tête, c'est désagréable. Et on boit pas du vin pour avoir mal à la tête. Voilà, c'est ça. Et quand on boit un vin rouge, moi ça me le fait pas. Et souvent sur des liquoreux, par exemple, ça peut me le faire. Maintenant, je sais évidemment lesquels vont me le faire ou pas, mais c'est aussi ça ce qu'il faut faire passer comme message, c'est-à-dire que... Si tu ramènes à la quantité de soufre total en considérant aux doses maximales, tu as 3 fois moins de soufre total dans un vin rouge, presque 3 fois moins, c'est pour pas me faire d'ennemis, et je n'ai rien, je le dis encore, contre les liquoreux, c'est juste le processus. Moi non plus, j'ai rien contre. C'est juste le processus et la manière d'élaboration où on ne peut pas faire autrement, puisque les quantités qui sont utilisées pour neutraliser ce qu'on a parlé des micro-organismes au départ sur le raisin, déjà on sulfite beaucoup plus la vendange, parce que c'est un raisin pourri que l'on ramasse, mais bien pourri, mais qui est très riche aussi, avec plein de micro-organismes, et si on veut arriver à faire quelque chose qui soit buvable et agréable, le liquoreux sans soufre... c'est à voir, mais je m'y aventure. Le numéro 5 du château, Sigala Srabo. Donc dedans, il n'y a pas de sulfite rajouté. Alors, est-ce que ça veut dire... Pas de sulfite ajouté, après, on ne l'a pas dit, mais la levure naturellement aussi crée des sulfites dans le vin. Ça peut aller de 30 à 40 mg par litre. On peut retrouver du soufre naturellement dans un vin, même si on n'en a jamais mis. Parce que la levure a un métabolisme où elle fait qu'à un moment donné, elle en relargue elle aussi d'elle-même. Elle arrive, elle fait son travail fermentaire, mais elle va arriver à en produire aussi un petit peu. Donc il y a toujours ce couac-là où c'est pareil, les gens pensent que s'il y a écrit contient des sulfites, on peut très bien avoir un vin où il y a écrit contient des sulfites, mais il n'y a pas écrit contient des sulfites uniquement produits par la levure, donc naturellement. Il y a juste écrit contient des sulfites parce que c'est un produit alimentaire et comme tout produit alimentaire, on doit se prémunir des allergies. C'est un produit alimentaire, donc il faut quand même rester... C'est toujours en vigueur, la loi européenne impose aux vignerons d'ajouter la mention contient des sulfites sur tous les vins contenant plus de 10 mg par litre de dioxyde de soufre. C'est ça. C'est toujours en vigueur. C'est ça. Bon. Et donc là-dessus, même en étant en dehors des sentiers bio ou choses comme ça, j'ai des viticulteurs qui travaillent sur des quantités de soufre nulles.
avec une levure pareil un petit peu spécifique qui pour le coup va produire très peu de sulfite et sur lequel on arrive aujourd'hui à faire des vins sans sulfite en conventionnel où on respecte aussi le raisin, où on a un travail justement d'expression que sur le travail de vigneron, c'est-à-dire la qualité du fruit et après la manière de le caresser et de le vinifier. La cuvée Justin C'est ça, Léotin, c'est par ça? exemple. Ok, j'en ai parlé l'avant-dernière vidéo, enfin je sais plus, je mettrai le lien pour que vous retrouvez ça. J'adore ce vin, il se boit, c'est génial, ça se boit tout seul quoi. C'est différent, après les retours, autant avec Xavier on arrive à les entendre positifs comme négatifs, parce que c'est vrai Oui, mais qu'il y a, quand on ouvre on la est perdu bouteille, quoi. c'est pas un vin avec des défauts quoi. C'est un vin sans défaut, Et sans il y a soufre. des vins sans soufre qui ont plein de défauts. Il y a un peu de travail, il y a un peu de travail. Il reste des choses à finir des C'est fois. ça, T'es là, c'est ça, tu te c'est dis, ça, ouh, c'est je ça. vais l'aérer, mais Il reste un peu de même avec aération. il reste un peu de sucre, il y a de la volatile, il y a des problèmes de brette, c'est-à-dire des phénols avec des odeurs un petit peu animales. C'est une vidéo sur les brettes aussi. On fait le tour global là. Bon, on a fait un peu le tour du soufre. Là, je trouve que c'est génial. Je te remercie beaucoup. Bah non, mais je t'en prie, c'était un plaisir aussi Peut-être que tu as d'éclairer. des mots à rajouter sur le millésime 2018. Alors le millésime Quand tu as le nez en plein 2018, dedans. oui, les doigts là, en ce moment beaucoup aussi, parce que là on mange beaucoup de raisins. Alors Oui, sur c'est les intéressant blancs, ce là que on tu est, dis, c'est qu'on goûte le raisin avant de le ramasser. on a un métier de bouche. Donc avant de le Fabuleux. ramasser, on va voir ce que l'on, comme les chefs de cuisine, dès qu'ils peuvent, qu'ils ont un petit peu de temps, ils vont galoper un peu dans les C'est petits génial. jardins. Quel beau métier. Avec ce Pour- temps en plus, aller galoper. Ouais, il ne faut pas dire que ça, parce que les gens vont croire qu'on fait que se balader, le côté champêtre. Non, mais tu peux donner l'envie à des jeunes de ne pas savoir faire quoi comme c'est- boulot. Et c'est un boulot intéressant. C'est pas que cloîtré dans un Bien labo. sûr, bien sûr, exactement. Moi, je suis venu aussi pour retrouver un peu de sens par rapport à des études purement de biochimie ou de chimie, des choses comme ça, où je n'étais pas forcément en lien avec la terre, avec le sol. Il me manquait aussi quelque chose de concret, en fait. Et c'est vrai que ce lien d'agroalimentaire, en fait, m'a redonné ce que j'avais vu, appris, vu, entendu, dans une application concrète au travail du raisin, suivi du raisin. On fait le tour, on se balade, on goûte, on discute, il y a le caractère social. Et le lien, voilà, c'est un joli métier. Le partage, c'est ça. l'expérience. Oui, c'est sûr. Et puis dans l'entre-deux-mer, ils sont quand même Ouais, on est bien lotis. plus que bien lotis. Pour avoir fait le tour un peu, je trouve que On est entouré de la gens région gentils. est très, très sympathique à travailler et très technique, ça faut pas l'oublier. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que techniquement, C'est ça si qui je est peux juste intéressant. finir là-dessus, Alors, le millésime 2018. le millésime 2018, Techniquement. ah, il parle trop, il divague. Le millésime 2018, très hétérogène. Il n'y a pas beaucoup d'homogénéité au sein d'une même grappe. On a des baies qui pèsent 14, 14 et demi même au jour d'aujourd'hui. Et il y a des baies encore à 10 et demi, 11. Donc il y a un écart en fait sur la même grappe. Il suffit de prendre la grappe, on la retourne, il y a du vert et de l'autre côté il y a du confit. Avec des couleurs même qui vont jusqu'au brun hein, sur du sémillon. Les sauvignons, je trouve que s'ils ont été ramassés suffisamment tôt, ils ont assez de tension et je pense qu'aromatiquement ils seront jolis. Je pense et je crois qu'il y aura beaucoup plus de choses exotiques, un petit peu mûres. Ah, c'est beau. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de chaleur, on a souffert de la chaleur. Et puis le millésime est un petit peu comme ça. On risque peut-être manquer un petit peu d'acidité sur le blanc, ça changera un petit peu. Typicité de l'entre-deux-mer. C'est ça. Acidité. C'est ça, on ne dira pas que ce sont des vins acides, du scotch sur le mâchoire ou comme ça. Et ensuite pour les rouges, on commence à regarder, mais c'est pareil, on a des raisins qui risquent d'être à mon avis aussi chargés en sucre. À voir à confirmer parce que sur les rouges, on a l'impression qu'il y a aussi quelques blocages, on manque d'eau. Et la vigne, à un moment donné, elle se coupe un petit peu dans son métabolisme de synthèse du sucre. Et elle est dans un stress hydrique et elle va au contraire dégrader ses acides. Donc en ayant commencé à regarder, il y a déjà des raisins qui ont attaqué leur fermentation malolactique, c'est-à-dire la dégradation de l'acide. La plante en elle-même a commencé à dégrader son acide par un métabolisme justement de surstress, un manque d'eau
complet. Et on a déjà des raisins rouges qui sont grosso modo presque désacidifiés en fait. J'ai entendu dire que c'était proche du millésime 2003, mais en fait, pas du tout, d'après ce que tu es en train de m'expliquer. Alors en 2003, on était plutôt oui, sur un millésime effectivement avec forte chaleur, mais je pense qu'au niveau pluviométrie, mi-juillet, fin août, Eh oui. on a eu, ça fait loin pour moi, hein, et puis c'était le début, hein, tu sais, je suis pas très vieux, hein, 2003. On a dû avoir deux, trois gros orages qui ont effectivement rempli les réserves en eau au niveau de la vigne, qui ont fait du bien. Et ces orages-là, on ne les a pas eus cette année. Cette année, ça a été chaud, très chaud, mais c'est surtout c'est une chaleur prolongée avec très peu de pluie, c'est ça en fait. Les vignes ont eu les pieds dans l'eau jusqu'au mois de fin juin par là. Oui, fin juin, c'est sûr. Voilà, et après juillet, août, ça a été le désert quoi. C'est très très chaud, hein. Donc la vigne voilà, a subi beaucoup de stress et tu pourrais faire d'ailleurs sur le réchauffement climatique quelque chose et sur le changement des profils des vins par exemple. Je trouve ça génial à faire. Voilà, parce que c'est vrai que l'entre-deux-mer, le truc un peu vin acide, c'est bon avec des huîtres, bon, bah, c'est bien souvent des gens qui... Justement, la prochaine vidéo, c'est vin et fromage. Vin blanc et fromage. Je t'ai donné ta transition, c'est pas mais bon? je l'avais déjà. Ah bon? Ah bon? Mais tu me l'as sorti. Bon, ben voilà, hein, puis après... Donc ouais, ben, le millésime 2018, quand même, alors, même, tu sais pas trop dire. Non, si, globalement, moi je pense qu'il y aura des très très belles réussites. Après, Oui. comme il y a cette hétérogénéité-là, Compliqué. ça va être... on passait encore il y a 15 jours dans les vignes, il y avait des cabernets où il y avait des billes encore roses, des billes presque rouges, des billes rouges et des billes noires. Alors, quand ça part comme ça, c'est difficile. Sur le blanc, ça pose pas de problème parce que justement, on va bénéficier d'arômes exotiques avec des arômes un peu verts et ce mélange-là peut être quelque chose, pour moi, dans la complexité et... Des fois, ces millésimes se révèlent bien. Sur le rouge, je pense qu'il faut qu'il pleuve un petit peu là, avant de ramasser pour débloquer justement la plante, de manière à ce qu'elle puisse synthétiser jusqu'au bout le maximum de sucre, se révéler aussi avec une peau plus fine, parce que là, les peaux aujourd'hui sont très épaisses. Donc ça veut dire, voilà, ça croustille, ouais, ça croustille un peu. Donc c'est un peu... donc il faudra voir, mais... Par contre, certains Malbec, que je trouve très mûrs, il faudrait peut-être pas attendre. On commence à regarder. Ah. On commence à regarder, oui. On commence à regarder. Les plantes, tout ce qui est jeune vigne, même de Merlot, mais les Malbec, je pense qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Là, oui, c'est joli. Hein. Les Malbec, je pense qu'ils seront jolis, ouais. Moi, je suis tombée amoureuse de ce cépage, je ne connaissais pas. Il faut aller faire un tour à Cahors. À Cahors, mais non, mais je ne connaissais pas, effectivement. Moi, j'allais faire un tour à Cahors pour apprendre à plus m'imprégner du Malbec. Mais j'avoue que c'est quelque chose de... Enfin, moi, ça me charme énormément parce que c'est très gourmand, mais en plus, c'est vraiment plein de saveurs, quoi. Enfin, moi, c'est la... J'ai pas l'habitude... La générosité qu'a ce cépage. C'est le bon mot, c'est ça, générosité. Ça t'en met mais plein la bouche quand tu l'as, même quand tu croques la baie de raisin. Ouais, c'est très agréable au niveau aromatique et après en vinif c'est très agréable à travailler parce que c'est très généreux. Je connais pas du Alors tout. il faut faire attention, ça se caresse Malbec parce que ça peut très vite rentrer dans un caractère très rustique en fait. Et peut-être que j'avais déguster ça il y a très longtemps, quand je dis je connaissais pas, mais que c'était peut-être comme tu dis rustique. C'est possible. Que là je suis plus dans des dégustations qui sont plus gourmandes, comme tu dis, plus généreuses et mais c'est beau, je trouve. Les équilibres sont jolis, on a souvent beaucoup de matière, beaucoup de fruits aussi en bouche. Et après sur des terroirs un petit peu pareil argilo-calcaire. Le Malbec se plaît plutôt à avoir les pieds dans ce genre de terroir-là, sur des coteaux ou des choses comme ça. C'est un beau cépage en plus. Il faut que tu ailles voir à Cahors sur l'Écosse, l'Écosse du dernier étage. Tu vois. Ça pousse dans de la pierre, c'est de la pierre, même le sol. La vigne va créer son enracinement à travers les fentes qui sont réalisées au niveau des couches du sol. Et les plus jolis Malbecs se font là-haut sur l'Écosse. D'accord. Ouais. Okay. À goûter. Bon, ben on va faire un jeudi vin à Cahors. J'ai quelques bonnes adresses pour t'envoyer là-bas.
Ça me fera bien Je plaisir suis passé, d'aller voir. je suis passé par quelques maisons. Ah ouais? Oui, Ok. ah oui, là-bas, ouais. Ouais, il y a des gens qui travaillent très très bien, ouais. Ouais, Ouais. je te Il y a des demanderai. bons restos en plus. Je te contacterai pour que tu me fasses un séjour Allez voir les à copains Cahors. là-bas. Ça marche, Tu me programmes ça. pas de problème. En tout cas, merci beaucoup Je t'en prie. de ta générosité. C'était un plaisir. À toi aussi. Pas de Comme problème. le Malbec. Parce que tu nous as fourni beaucoup d'informations techniques, mais tu as su nous les apporter Ouais, j'espère, avec c'est un peu, facilité. c'est un peu le Tu défaut. nous as Hein. pas saoulé la tête. Voilà, c'est un peu le défaut. C'est que des fois, j'ai tendance un peu à être. Voilà, il faut rendre les choses accessibles. C'est ça qui est bien, c'est d'arriver à les partager. Et des fois, j'oublie un peu. Je suis super contente que où tu es venu apporter la technique avec accessibilité. Parce qu'en fait, moi, je parle plutôt du vin avec mes sentiments, avec quelque chose de plutôt spontané. Et c'est vrai que quand on parle du soufre, on ne peut pas y aller avec spontanéité parce que c'est un vaste dossier. Et c'est quelque chose qui est très réglementé, justement. Et là, il ne faut pas croire que les vignerons font n'importe quoi dans l'utilisation des sulfites, du soufre, et ils sont conseillés en plus, ils sont accompagnés par des gens qui sont compétents, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Ils essayent au maximum de faire au mieux leur travail. Voilà. Donc le but pour eux, c'est d'en mettre le moins possible. Exactement. Ah mais ça c'est très belle conclusion. Merci beaucoup. À jeudi prochain autour d'un verre de vin. D'ailleurs on va aller en boire un peut-être. Oui. Ou deux. Allez à jeudi 20 prochain. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir.